facilite le déplacement des électrons. L'application en nanoélectronique est évidente. Mais comment placer ces nanotubes ? Comme il serait trop long, trop difficile, trop cher de déposer précisément des millions de fois des nanotubes sur des composants de puces électroniques, l'équipe de Kissdecker cherche paradoxalement à utiliser le hasard pour effectuer ce travail délicat. Nous allons déposer les nanotubes sur les puces. La matière du nanotube même a l'air granuleuse, un peu noire. Nous la plongeons dans un liquide et nous en déposons une goutte sur une surface. Keith Williams, de notre équipe, va vous le montrer. Oui, ce sont des nanotubes bien dispersés. En fait, nous avons utilisé du savon pour disperser les nanotubes, les séparer et nous les avons plongés dans un bain sulfonitrique. Ainsi, vous obtenez cette solution noire dont les éléments sont bien séparés. Pour faire un échantillon, c'est très simple. On prélève les nanotubes comme ça et on les dépose sur la puce. Il faut patienter un peu, le temps que les nanotubes se déposent sur la surface. Et ensuite, l'étape suivante, on rince l'excédent. On voit ici qu'il reste des gouttes du liquide noir. On rince encore. On dirait que tout est parti, mais en fait, il reste beaucoup de nanotubes sur la surface. Et pour finir, on sèche l'eau. Ce que nous faisons avec la goutte, tous les nanotubes circulent dans la goutte et nous versons cela sur la surface. Cela tombe sur la surface de la puce. De nombreux nanotubes tombent à côté. Quelques nanotubes vont tomber exactement sur les électrodes. On peut donc ainsi faire circuler un courant d'ici à ici. Le microscope va nous permettre, encore une fois, de montrer à des échelles successives les contacts électriques, de faire une fois encore le lien entre notre dimension et celle du nanotube. Je vérifie la qualité de mes contacts. Alors j'ai un échantillon, une petite puce qui a été fabriquée en salle blanche et on a déposé des nanotubes sur la surface et je vérifie quels échantillons sont bons, où on a des nanotubes, où on a un contact électrique. On voit ici 2 électrodes, par exemple, qui font contact à l'extérieur, 3 petits fils aussi qui font contact à l'extérieur. Et puis la région active, où se trouvent les nanotubes, se trouve ici au centre. Ici, on peut voir un zoom un peu plus, on peut voir encore les 8 électrodes carrées, et puis avec les fils qui vont vers l'intérieur, qui se terminent ici dans une région où se trouvent les nanotubes. Voilà un des nanotubes qui fait contact avec des électrodes de transistors, ce qui permet de passer le courant électrique de façon quasi instantanée. Avec une telle miniaturisation, ce n'est plus 40 millions de transistors que l'on trouvera dans un ordinateur, mais 100 fois plus. Pour fabriquer des composants électroniques similaires, Jean-Marie Laine, là encore, cherche à s'appuyer sur l'auto-organisation de la matière. Je peux éventuellement vous montrer quelques cas qui évoquent des circuits, une circuiterie électronique, comme par exemple, donc ceci est un dessin qui, s'il n'y avait pas un titre ici qui rappelle quelque chose d'un peu chimique, vous le regardez, vous dites, c'est de l'électronique, ce sont des circuits, c'est une barrette avec des plots fixés dessus, ce sont des circuits perpendiculaires, des fils perpendiculaires, il y a des plots à chaque endroit, ce genre de choses. Cependant, c'est de la chimie. Ces petits ronds-là, dans les exemples que j'évoque ici, ce sont des ions métalliques. Voici une molécule constituée d'atomes de carbone, d'azote et d'hydrogène, avec 3 niches où naturellement, au cours d'une réaction chimique spontanée, les atomes d'argent chargés positivement viennent se loger. Ces molécules sont des solides et le solvant facilite l'assemblage immédiatement en 1 milliseconde.
cette architecture inimaginable de millions de montages pourrait théoriquement constituer les nanocircuits de l'avenir. Et à partir des mécanismes d'auto-organisation, nous pouvons d'une part essayer de comprendre mieux l'origine de la vie, etc., mais aussi mettre en œuvre ces auto-organisations et ces principes, ces concepts de base pour produire spontanément des structures d'une certaine nature, spontanément mais de façon tout à fait dirigée, contrôlée. Petit cours de chimie, les briques sont utilisées pour fabriquer des maisons. Les briques sont les atomes, les maisons sont les molécules. Ces molécules contiennent de l'information. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on peut la lire? On la lit par des interactions, des associations entre ces molécules. Et là, on entre du domaine moléculaire dans le domaine supramoléculaire. Et cette lecture, donc, s'effectue à l'aide d'interactions plus faibles que les ciments, la liaison, comme on dit, covalente qui unit les atomes dans les molécules, et donne donc lieu à une certaine façon pour une molécule de toucher l'autre en quelque sorte, comme si elle la touchait et si elle savait, elle essayait de tâter l'information qu'il y a dedans. Chaque information, comme chaque matériau, comme chaque organisme vivant, prend une forme de combinaison d'atomes appelée molécule. La manipulation recherchée se joue à la plus petite échelle. Et petit, ça veut dire aussi peu de matière, peu d'énergie. Donc c'est tout à fait, si je puis dire, écologique même. Plus la science avance, et plus elle générera des objets de plus en plus petits et donc de plus en plus complexes, moins ça va consommer d'énergie, moins ça consomme de matière. Notre calculateur le plus puissant, c'est le cerveau. Il est auto-organisé, c'est clair, il n'a pas été fabriqué. Mais il se fait tout seul avec des molécules. C'est cet objet qui se fait avec une complexité fantastique, c'est vrai, mais tout ça, ça suit un certain schéma, ça suit un plan de complexification qui est établi. Je vous cause, je suis connecté, le cerveau, il contrôle ma voix, en même temps, je vous vois, je vous entends, donc il est autoconnecté. Donc la matière a réussi à produire quelque chose qui est l'ordinateur le plus puissant qui existe, qui est un ordinateur qui s'auto-organise, qui s'auto-connecte. Donc c'est possible, puisque ça existe. Si cela existe avec le cerveau, c'est que cela existe avec la matière vivante. Les chimistes, les physiciens sont donc rejoints par les biologistes. L'avenir des nanosciences se joue aussi sur le terrain du vivant. Notre équipe se tourne ces 2 ou 3 dernières années vers la biologie. Pouvons-nous appliquer les nanotechnologies au système biologique? Pouvons-nous les lier à de l'ADN? Comment cela fonctionne-t-il si une enzyme ou une protéine agit sur l'ADN? Comment cela marche-t-il dans le corps? Si l'ADN est brisé, peut-on le réparer? Ceci est un échantillon que je viens de préparer. Il contient des nanotubes qui sont connectés à de l'APN, qui est une réplique de l'ADN sur lequel on peut attacher de l'ADN. On va l'observer au microscope à force atomique que vous voyez ici. Le projet sur lequel j'ai travaillé, c'est d'attacher de l'ADN aux nanotubes parce que le type de nanotube que Kees vous a montré plus tôt n'a pas de propriétés chimiques spéciales à ses extrémités. Si vous le jetez sur une surface, il atterrit n'importe où. On aimerait attacher de l'ADN là et utiliser cet ADN pour contrôler l'endroit où va se poser le nanotube. Je peux mesurer la longueur. De là à là, il y a environ 200 nanomètres. Ici, vous voyez quelque chose de très intéressant. Cette ligne plus lumineuse, car plus en relief, c'est un nanotube. Et ceci, c'est l'ADN qui y est rattaché. Une réaction chimique permet de joindre au même niveau une molécule du vivant, l'ADN, à la chaîne inerte, le nanotube. Du coup, on utilise les molécules